Une délégation des notaires du Bénin et Raymond Adekambi, président directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin, ont été reçus mercredi 29 juin 2022 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Reportage à suivre. Le chef de l'État, Patrice Talon, sera absent du territoire national pendant quelques jours. Il entame une mini-tournée européenne dans plusieurs pays européens pour discuter de diverses questions, notamment celles relatives à la sécurité. Et puis en interactualité, des migrants ont manifesté mardi devant le bureau du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Rabat, au Maroc, contre le traitement inhumain dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre marocaines. L'initiative faisait suite à la mort vendredi d'au moins 23 personnes. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Deux audiences sont enregistrées ce mercredi 29 juin 2022 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'un après l'autre, le président Djogbenou a reçu une délégation de la Chambre des notaires du Bénin et Raymond Adekambi, président directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin. La substance des échanges dans cet élément, c'est Romaric Dossa et Mathieu Soso. Au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, ce mercredi 29 juin 2022, une délégation de la Chambre des notaires du Bénin, Joseph Djogbenou et Arsène Kokoui, chef de la dite délégation, ont échangé sur les problèmes auxquels sont confrontés les notaires au Bénin. Mais vous savez, il n'y a pas de profession qui n'ait pas ses problèmes. Et le président est un professionnel, outillé, bardé d'expérience. Et vous comprenez que, ainsi que tel, on ne peut que s'en référer à son expertise. C'est ce que nous avons fait. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'université du notariat et on a bénéficié de ces sages conseils. Je puis vous assurer que, contrairement à ce qu'on espérait, ce n'est pas un président que nous avons vu en face. C'est un frère qui nous a reçus. Ça a été très chaleureux. Avec le président directeur général de l'Agence d'exécution des travaux publics, AGETIP Bénin, il était question du bilan des 30 ans d'existence de l'agence. Occasion pour Raymond Adekambi de faire un plaidoyer pour que l'État béninois puisse porter un regard particulier sur les petites et moyennes entreprises dans le domaine du génie civil. Puisque aujourd'hui, nous sommes un peu leurs leaders, nous les portons dans le domaine des BTP et on voit que de plus en plus, ces PME, malgré que le chef de l'État demande aux entreprises étrangères de sous-traiter avec ces PME, nous constatons que beaucoup de PME tombent en faillite et il y a lieu de faire un plaidoyer pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. J'ai utilisé avec le président une expression 80-20. Quand on donne 80% peut-être de projets aux investisseurs étrangers, parce que nous comprenons la préoccupation du chef de l'État qui est d'aller vite et bien. Et malheureusement, nos entreprises locales ne travaillent pas toujours avec la qualité requise et les politiques, ils ont 5 ans et doivent finir beaucoup de choses en 5 ans parce que l'ont promis à leurs électeurs. Donc, c'est normal qu'on passe par ceux-là qui peuvent vous faire ces travaux. Il a également profité de la présence de la presse pour inviter les entreprises privées à plus de sérieux pour faire des travaux de qualité, ce qui va par conséquent permettre la durabilité des infrastructures.
Direction le palais des gouverneurs à Porto Novo, l'Assemblée nationale du Bénin a pris acte des grandes orientations budgétaires de 2023. C'était donc à l'occasion du débat d'orientation budgétaire pour le projet de loi de finances gestion 2023 et qui a eu lieu lundi dernier donc à l'hémicycle. Suivons donc le point dans ce reportage. Au menu de la séance plénière de ce lundi 27 juin 2022, le débat d'orientation budgétaire pour le projet de loi de finances gestion 2023, un rendez-vous légal au cours duquel le gouvernement partage avec la représentation nationale les grandes lignes de ses priorités. La commission des finances a une bonne impression du document. Les commissaires retiennent que le gouvernement s'est conformé aux dispositions de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et suggère à la plénière d'en prendre acte. Des chiffres qui traduisent les projections et orientations prioritaires du gouvernement du président Patrice Talon. Les élus ont généralement apprécié la politique économique du gouvernement avec des suggestions touchant plusieurs sessions. Nous n'avons pas l'impression que le gouvernement prête attention aux autres disciplines dans lesquelles nous avons des sportifs de haut niveau qui se débrouillent tout seuls pour révéler notre pays, qui ramènent des titres régionaux et des titres au niveau mondial, mais sans regard, sans aide. Et je voudrais que dans le budget 2023 qui va arriver, qu'il y ait carrément un plan d'action dédié à ces sportifs-là. Les intrants agricoles. Dans les perspectives, j'ai lu quelque part que si la crise persistait, qu'on pourrait entrevoir d'autres sources alternatives, le Nigeria et autres. Qu'est-ce que nous faisons de façon plus durable? Je trouve que les intrants agricoles sont un secteur qu'il faudrait mieux encadrer au Bénin, prendre des mesures en termes d'infrastructure, soit seul dans le cadre du Bénin ou dans le cadre communautaire. Je voudrais que le gouvernement lutte contre les effets néfastes de la transhumance, parce que cela va contribuer également à lutter contre la cherté de la vie. Lorsque les cultures sont dévastées, la vie coûte cher forcément. Et cela va inciter les Béninois à nourrir les Béninois. Dans les deux KP et à Natiangou, ce président, il n'est pas possible d'avoir 2 heures d'énergie en continu. Ce n'est pas possible. Je voudrais savoir comment le ministre peut nous aider. Il y a un effort d'extension dans toutes les localités. Aujourd'hui, le courant l'extension a atteint beaucoup de localités. Donc le gouvernement fait un effort louable d'extension, un record jamais atteint. Mais malheureusement, l'énergie, la distribution ne suit pas. Là, nous sommes en train de gérer des stocks qui vont s'épuiser. Et quand il s'agira maintenant de produire et mettre à disposition, la crise peut être encore plus grave à vivre. Est-ce que dans nos projections, nous allons tenir compte de ces éléments-là? C'est au total 18 intervenants qui ont animé le débat d'orientation budgétaire. La plupart sont revenus sur l'agriculture, la santé et la sécurité, un dernier point auquel le ministre d'État en charge des Finances a répondu. Depuis 3 jours, nous avons eu toute une série de réunions. Depuis la nuit, dès que c'est arrivé, nous avons eu plusieurs réunions à très haut niveau. Le chef de l'État suit ça à chaque instant et des mesures nouvelles ont été prises pour éviter ces genres de choses. C'est donc dire que nous suivons à chaque instant et à chaque fois qu'une forme d'attaque se produit, nous réfléchissons, nous anticipons pour éviter que ça se reproduise. Mais le plus important, donc, à côté du soutien du gouvernement que je manifeste, c'est dire que nous sommes conscients que la solution à tout ceci passe par 2 choses. La première, c'est la présence de l'État à travers les services publics, que ce soit l'école, les centres de santé, la microfinance. Mais également, deuxième chose, s'assurer qu'il y ait des centres de production, des activités pour les jeunes dans ces endroits-là. L'Assemblée nationale a pris acte du rapport sur le débat d'orientation budgétaire d'OB pour le projet de loi de finances gestion 2023 et invite le gouvernement à prendre en compte les recommandations formulées par
les députés, recommandations que nous nous ferons le devoir de lui transmettre. Restons toujours au palais des gouverneurs à Porto Novo pour dire que le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a échangé avec une délégation des transporteurs de ciment du Bénin. Objectif, trouver une porte de sortie à la crise qui secoue le secteur du transport du ciment au Bénin. Reportage. Nos transporteurs de ciment au niveau de nos CB et la FAJ, nous avons de sérieux problèmes. Aujourd'hui, on est coincé. C'est pourquoi on s'est dépêché vers nos autorités pour qu'ils nous sortent de cette crise-là. Premièrement, on a un problème de gasoil. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de gasoil au Bénin et le peu qui reste. Les gens de station ont choisi de vendre aux revendeurs qui nous revendent ça très cher. Et c'est à ce moment que nos frères, collaborateurs, partenaires de travail, les distributeurs agréés de ciment, ont choisi de diminuer encore le prix du gasoil et du transport, ce qui fait notre problème aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, comme tout le monde le connaît, bon, il est paisible. Il nous a apaisé de ne pas enflammer le problème parce que, après tout, nous sommes tous béninois de gérer la crise pacifiquement pour que le gouvernement intervienne pour améliorer la situation. Je l'annonçais en titre, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est en tournée européenne. Le chef de l'État sera donc absent du territoire national pendant quelques jours. Le président Patrice Talon se rendra dans plusieurs pays européens pour discuter de diverses questions, dont celles liées à l'insécurité grandissante dans le Sahel et le golfe de Guinée. Le chef de l'État béninois entame une mini-tournée qui le conduira dans plusieurs capitales européennes. Au cœur de la mini-tournée du président Patrice Talon se trouve la question sécuritaire dans le Sahel et le golfe de Guinée. Cette partie de l'Afrique est notamment en proie à des attaques terroristes et autres actes d'insécurité. Le président Patrice Talon, lors de sa mini-tournée, va évoquer des questions de partenariat en vue de l'équipement des pays du Sahel et du Golfe dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, notamment contre les actes de groupes et mouvements terroristes. À noter que depuis quelques mois, le Bénin est fortement touché par la grande avancée du terrorisme. Le pays se débat tant bien que mal contre le phénomène. Ce déplacement de Patrice Talon peut permettre d'aborder de nouvelles pistes de solutions. À présent, la page internationale de ce journal. Au Togo, la région de Savane expérimente l'état d'urgence sécuritaire. Prévu pour durer au moins 3 mois, cette mesure peut être prolongée sur autorisation de l'Assemblée nationale, prévient le gouvernement togolais. La mesure intervient après l'attaque qui a coûté la vie à 8 soldats togolais et blessé 13 autres dans la nuit du 10 au 11 mai, revendiquée par une alliance proche d'Al-Qaïda. Pour faire face à la menace djihadiste dans le pays, le Togo a décrété le 13 juin l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, dans l'extrême nord. La mesure intervient après l'attaque qui a coûté la vie à 8 soldats togolais et blessé 13 autres dans la nuit du 10 au 11 mai, dans la ville de Dapagan qui enregistre l'afflux de personnes déplacées du Burkina Faso. La sécurité est renforcée. Vers mi-mai, on a remarqué l'arrivée des militaires juste après la frappe des djihadistes dans le nord, qu'ils sont arrivés. Et depuis lors, on remarque la présence des militaires un peu partout dans la ville. On les remarque un peu partout. Et il y a des patrouilles toutes les nuits. Outre les patrouilles militaires, la population tente aussi d'éveiller au grain, l'appréhension étant grande dans cette période de menaces djihadistes. Des mesures de sûreté qui ne sont pas sans conséquences sur le quotidien des habitants. On a trop peur avec la situation. Nous voyons des clients, on a peur de les prendre puisque à ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. On a trop peur. On peut, le matin, comme ça, on peut sortir. Avant, quand il y avait la sécurité, avant, on peut sortir, on peut travailler au moins 5 000 à 6 000. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité, vraiment, ça ne va pas. C'est justement contre cette insécurité que les pouvoirs publics disent vouloir lutter à travers cet état d'urgence. L'état d'urgence va permettre à l'administration, aux forces de défense et de sécurité, d'avoir un peu plus de souplesse dans leur activité, de
faire des contrôles identitaires un peu plus fréquents, de faire des contrôles domiciliaires, d'interdire certaines activités. Et on le sait, l'état d'urgence sécuritaire va entraîner un fléchissement des libertés individuelles et collectives. Prévue pour une durée de 3 mois conformément à la Constitution, la mesure peut être prorogée, prévient le gouvernement. Direction la République démocratique du Congo à présent. Face aux groupes armés, la MONUSCO veut plus de moyens. L'émissaire des Nations Unies en République démocratique du Congo a demandé l'aide du Conseil de sécurité pour renverser les cours des choses et pousser la République démocratique du Congo, également le Rwanda, à la négociation. Face à la puissance de feu sans cesse croissante des rebelles du M23, l'émissaire de l'ONU en RDC a lancé un cri d'alarme au Conseil de sécurité mercredi. Bintou Keïta veut de l'aide. Autrement, a souligné la Guinéenne, la force onusienne dans le pays, la MONUSCO, sera privée de capacité de réaction. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiquée, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. Le plus important dans une situation de guerre, sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est la protection des civils. En RDC, les citoyens congolais ne sont pas convaincus que celle-ci est la priorité des priorités pour la MONUSCO. Il s'avère donc indispensable que la MONUSCO se mette en œuvre dans ce domaine. Une posture robuste et offensive est aussi nécessaire, car une MONUSCO qui ne serait pas en mesure de s'imposer et de dissuader sur le terrain aura beaucoup de mal à s'acquitter de sa mission et de son mandat de protection des civils. Les attaques dans les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri ont coûté la vie à plus de 150 civils entre le 28 mai et le 17 juin. L'émotion reste vive et les controverses se multiplient. Quelques jours après le drame survenu vendredi 24 juin dernier à l'entrée de Melilla, possession espagnole dans le nord du Maroc, où au moins 23 migrants ont péri lors d'une tentative de passage en force à l'intérieur de l'enclave. Le Maroc assure demeurer une terre humaniste et inclusive, mais promet de maintenir la fermeté contre les réseaux de trafic des êtres humains. Des migrants ont manifesté mardi devant le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Rabat au Maroc contre le traitement inhumain dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre marocaines. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort vendredi lorsque quelques 2000 migrants ont tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir de la ville marocaine de Nador. Nous sommes allés dans la ville de Nador et ils nous ont violemment battus. Ils ont tué nos amis et nos familles. Le gouvernement marocain a dit qu'il y avait 23 morts, mais nous savons qu'il y en a plus de 70. C'est inhumain. Nous demandons qu'il n'y ait pas de discrimination entre les migrants. Certains incidents n'ont pas été filmés. Il y a beaucoup de morts parmi nous et actuellement, beaucoup de jeunes sont en prison et plusieurs autres blessés gravement. Nous demandons aux associations de droits de l'homme d'intervenir pour soigner les blessés et en même temps, nous leur demandons de nous évacuer immédiatement vers des pays sûrs car nous ne nous sentons pas en sécurité ici. Face à la gravité des faits, le parquet espagnol a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête, répondant ainsi à la demande formulée par l'ONU. À
Alors que la situation en Libye est aussi compliquée, une conférence internationale a été organisée sous l'égide des Nations Unies. L'ONU a lancé aux responsables libyens un appel à un effort décisif et courageux pour sortir de l'impasse sur les élections au centre des échanges. Les dispositions constitutionnelles pouvant permettre la tenue des élections, la rencontre intervient après l'échec des négociations organisées les 12 et 19 juin dans la capitale égyptienne. C'est en Suisse que se joue peut-être l'avenir de la Libye. Aguila Saleh, le président du Parlement libyen, et Khaled Al-Mesri, chef du Conseil suprême d'État du gouvernement basé à Tripoli, ont entamé mardi des discussions à Genève sous l'égide des Nations Unies. Au centre des échanges, les dispositions constitutionnelles pouvant permettre la tenue des élections. La rencontre intervient après l'échec des négociations organisées dans la capitale égyptienne, des échanges plombés par l'épineuse question des candidatures à la future élection présidentielle. Les autorités de Tripoli s'opposent à la participation des hommes en uniforme au scrutin. Ce refus est perçu comme un obstacle à une éventuelle candidature du maréchal Khalifa Haftar, dont les forces soutiennent les autorités de l'Est. À Genève, les protagonistes tenteront donc de trouver une issue à la crise libyenne, accentuée par l'existence de deux gouvernements rivaux dirigés par Hamid Deiba et Fatih Bachaga depuis l'échec de l'organisation de l'élection présidentielle en décembre dernier. De l'actualité en Ukraine, on en parle à présent. L'Ukraine a publié les images de l'impact du missile russe sur le centre commercial de Kremenchuk, filmé par des caméras de surveillance qui auraient capturé le moment où un missile russe frappe le centre commercial de la ville. L'attaque a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés et de disparus également. Reportage. Les images sont impressionnantes. L'Ukraine a publié de nouvelles vidéos filmées par des caméras de surveillance qui auraient capturé le moment où un missile russe frappe le centre commercial de la ville de Kremenchuk. L'attaque a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Ces images se déroulent dans un parc adjacent. Les débris volent. Les gens paniqués tentent de se mettre à l'abri. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky a publié une autre vidéo dans laquelle on peut voir un missile détruire un bâtiment et provoquer un incendie. Moscou a d'abord soutenu que le feu avait été causé par l'explosion d'un entrepôt contenant des armes fournies par l'Occident. Suite à la diffusion de ces vidéos, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a encouragé la société occidentale à s'interroger sur les raisons qui poussent leur régime à fournir des armes à proximité d'un centre commercial. Pendant ce temps, dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes tentent d'encercler complètement Lysychansk. C'est la dernière poche de résistance ukrainienne dans le Donbass. Selon le ministère britannique de la Défense, la progression russe reste modérée devant la résistance acharnée de ces combattants ukrainiens. Mais la guerre ne se limite pas au Donbass. Les bombes continuent de tomber sur des villes clés telles que Kharkiv ou Mykolaïv. Le nombre de victimes civiles augmente inlassablement. Au moins 4 personnes ont été tuées ce mercredi à Mykolaïv lors du bombardement de plusieurs maisons. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour l'édition de 13h sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes. Prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.